je vais être bref, mais je vais vous donner mon sentiment. D'abord, je suis très heureux, on se le disait avec Maëlys Descazaux, dans ce contexte un peu anxiogène, de vous avoir convié à une conférence de presse pour vous raconter ce que je crois être une belle histoire. C'est une histoire comme on en croise peu dans une vie, et encore moins dans une vie d'élu. C'est l'histoire d'une sérendipité, c'est-à-dire de quelque chose de positif trouvé par hasard. C'est une histoire à suspense. En fait, on vous convie au début d'une aventure, au début d'une enquête, qui doit, in fine, dire si l'œuvre qui est derrière moi est un chef-d'œuvre. Si ce tableau, qui est dans la collection de la ville de Libourne depuis 1949, est un chef-d'œuvre pouvant être attribué à Guido Reni. Ce qui est important dans, pas l'exposition, mais ce à quoi on convie les Libournais, c'est le point d'interrogation. Qui suit Guido Reni? Est-ce que c'est un Guido Reni? Donc, oui, nous voulons inviter les Libournais, le public amateur de l'art du XVIIe siècle, bien, à cette enquête qui va se dérouler sous vos yeux. Ça, c'est plaisant de vous associer à ce moment. Je voudrais donc vous rappeler très brièvement comment on a découvert ce tableau qui dormait dans notre collection. Ce tableau, il est libournais depuis 1949, à la suite d'un legs d'un député de Libourne, député du début du XXe siècle, puis sénateur, qui s'appelle Guillaume Chastenay de Castin. Et c'est la veuve de Guillaume de Castenay qui, en 1949, a légué, et c'est attesté par une délibération, un tableau. Et la délibération dit bien qu'il s'agit d'une copie d'un tableau de Guido Reni. Et donc nous avions dans notre collection ce tableau qui était là, peu visible, Caroline Fillon le précisera, avec un voile de tulle qui permettait d'identifier la copie en question, la copie de l'œuvre qui s'appelle Atalante et Hippomène. Je ne vais pas faire le sachant, je vous le dis franco de port, je ne connaissais pas Guido Reni il y a 6 mois. Je vous le dis, vous n'avez pas affaire à un maire érudit d'abord sur tous les sujets, omniscient en tout cas sûrement pas, et encore moins amateur d'art baroque du XVIIe siècle et expert de l'école de Bologne. Mais ce tableau était une copie d'Atalante et Hippomène, tableau majeur de Guido Reni. Depuis, j'ai même vu qu'il avait sa fiche Wikipédia. Il n'y a pas beaucoup de tableaux qui ont une fiche Wikipédia quand même. Mais Atalante et Hippomène a sa fiche. Et donc, il est apparu dans un moment d'errement dans les collections de la ville, à Caroline Fillon, que ce tableau méritait d'être expertisé parce qu'elle y a décelé, avec son œil audacieux et juste, une œuvre qui méritait, enfin, dont la qualité de la peinture pouvait laisser penser que ça pourrait peut-être ne pas être une copie ou alors une copie de très bonne facture. Nous en sommes là, vous allez nous dire
Le reste, en tout cas, ce que la ville de Libourne souhaite faire aujourd'hui, c'est de mettre en exergue cette belle histoire, de mettre en exergue également le travail rarement montré. Ça a été fait par quel musée? Ça a été fait par j'avais ça dans mes notes. Ça a été fait, oui c'est ça, par le musée d'Orsay pour une peinture de Gustave Courbet, c'est-à-dire montrer au public ce qu'est le travail de restauration d'une œuvre. Car ce tableau, en tout cas, quelle que soit son origine, il a à plusieurs époques été maltraité. Jamais lorsqu'il était sous la houlette de la ville de Libourne, mais il y a eu plusieurs couches successives à ce tableau. Il a fallu le décrotter. Et donc, on va montrer le travail de Sophie Jarosson, qui œuvre derrière moi, et qui, après s'être attelée à plusieurs œuvres de Notre-Dame de Paris, depuis plusieurs semaines, essaye de redécouvrir l'œuvre originale qui était ce tableau, et avec d'autres, de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse qu'il s'agisse d'un tableau émanant de l'atelier de Guido Reni, fait par lui, fait par d'autres, fait par lui et par d'autres. Eh bien, c'est cette histoire qui va nous être contée. J'ai découvert également qu'il y avait un petit sujet diplomatique dans cette annonce. C'est qu'on connaît deux Atalantes et Hippomène. Un tableau est à Naples, l'autre tableau est à Madrid, deux musées majeurs dans le monde. In fine, là où nous pensions que nous avions une copie, peut-être avons-nous l'original et eux des copies. Tant pis pour eux, on verra bien. C'est la beauté du sport, qu'au début d'une enquête, on ne sache pas la fin. On sait aussi que on identifie ces deux œuvres. On sait qu'il y avait une troisième œuvre d'Atalante et Hippomène. Et cette œuvre, on l'identifie jusqu'en 1867, où elle est vendue lors d'une vente aux enchères, c'est ça, à Paris. On perd sa trace. Peut-être que c'est cette troisième œuvre. Nous verrons, vous allez nous dire les pistes qui vous permettent de le penser. En tout cas, au-delà du plaisir immense que j'ai en tant que maire, et pour le coup j'y suis strictement pour rien, d'être potentiellement à la tête d'un musée avec les services de l'État, que je remercie, parce que c'est aussi une très belle collaboration, je ne l'ai pas dit, avec les services de l'État, y compris une collaboration financière qui n'est pas si chère que ça quand même, c'est quelques dizaines de milliers d'euros la restauration. Et donc le jeu en vaut la chandelle, mais une très belle collaboration avec la DRAC et avec l'ensemble de vos services, Madame la Directrice, bien sûr avec les services plus généraux de l'État représentés ici par le sous-préfet. Oui, nous allons amener le public, au rythme des semaines et des mois qui viennent, à découvrir quelle est la véracité de ce tableau, quelle est son histoire, quelle est son origine. Et je le redis, peut-être qu'à la fin de cette enquête, de cette certification qui devra affirmer un certain nombre d'hypothèses, eh bien, la ville de Libourne sera à nouveau propriétaire d'un chef-d'œuvre qu'elle n'imaginait pas avoir dans sa collection. Si tel est le cas, bien sûr, on lui fera la place qu'il mérite, peut-être même si tel n'est pas le cas. Parce qu'il nous aura permis de raconter cette belle histoire. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais et ça m'inquiète un peu. C'est la deuxième fois dans ce mandat que je suis amené à révéler la richesse inattendue de notre collection. Il y a 3-4 ans, on a à peu près de la même manière découvert un Rubens. Bon. Donc,
très heureux d'imaginer dans les mois et les années qui viennent ce que Guido Reni va pouvoir ramener à la ville de Libourne en tant qu'attractivité pour notre musée et pour notre ville et pour notre territoire. Et c'est le début d'une belle histoire, si ça se confirme, et une histoire qui fera rayonner Libourne. Et je le redis, l'heure n'est pas aux annonces, et en plus, j'en ai pas à faire, mais Madame la directrice de la DRAC, vous m'avez invité, si telle était l'hypothèse retenue, si c'était bien l'original d'Atalante Hippomène de Guido Reni, à faire une place majeure de ce tableau ici à Libourne, ça sera le cas. Voilà. Et donc la ville de Libourne accompagnera, je l'espère en partenariat toujours avec l'État, et mettra en exergue ce tableau dans un endroit à la hauteur de ce qu'il est, c'est-à-dire un chef-d'œuvre important dans l'histoire de la peinture du XVIIe siècle. Ce peintre que je méconnaissais, mais je connaissais Caravage, et qui n'est pas loin, et qui est ce peintre qui challengeait Caravage à la fin du XVIIe. Voilà cette belle histoire qui fera l'objet d'une présentation, d'un début de présentation ce soir à l'occasion d'un vernissage atypique, et pendant combien de temps? 3 mois 3 mois d'une présentation en public de cette enquête et de ce travail de restauration. Donc c'est un moment aussi où l'on montre l'arrière-boutique de ce qu'on ne voit pas généralement, c'est-à-dire le travail de remise en éclat des peintures et des chefs-d'œuvre. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci de nous accueillir de nouveau dans ce beau site qu'est le Carmel. Je salue bien évidemment Maëlys Descazeaux et l'ensemble de ses collaborateurs de la direction régionale des affaires culturelles qui l'entourent et qui nous entourent. Merci de cette initiative, parce que c'est toujours un moment important, vous l'avez dit, la découverte d'une œuvre. Alors moi non plus, je ne vais pas faire le malin et le sachant sur quelque chose qui, comme vous, a été pour moi une découverte au moment où vous m'avez appelé. Et quand vous m'avez appelé, c'était surtout pour un sujet de sécurité, en me disant, j'ai une très très bonne nouvelle, sauf que je vais me poser des questions sur la sécurisation d'une œuvre qui peut s'avérer être un chef-d'œuvre, et comment moi, maire de Libourne, je peux m'assurer que ce tableau, aussi exceptionnel soit-il, puisse être sécurisé, et quelles sont les attentes de la part des services de l'État. Et c'est avec cette vision un peu de sécurité qu'on a commencé à regarder, même si, bien évidemment, la DRAC était dans la boucle avant tout ça. Moi, je souhaitais surtout, au nom de Monsieur le Préfet, qui malheureusement n'a pas pu se libérer, malgré l'insistance qui a été la vôtre, mais les contraintes d'agenda font qu'il ne peut pas être là. Il nous a demandé de le représenter aujourd'hui. Moi, je voulais surtout saluer le travail d'enquête que vous avez engagé. On a plutôt l'habitude d'avoir autour de nous, quand on parle d'enquête, le procureur, la gendarmerie. Là, c'est une enquête tout autre, et c'est une histoire qu'on découvre en général quand on regarde quelques émissions, avec des surprises de gens qui découvrent dans leur placard, dans leur cave ou dans leur grenier des œuvres majeures, et puis qui se demandent comment on va pouvoir les valoriser. Et c'est cette belle histoire aujourd'hui que vous avez présentée, que vous allez présenter dans le détail. Moi, je veux surtout saluer cette initiative qui est la vôtre, de se dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir expertiser au mieux un tableau que je crois être un chef-d'œuvre. Et Madame Fillon a eu ce réflexe en associant immédiatement les services de la DRAC et l'expertise du C2RMF sur les musées de France, parce que c'est une œuvre, et je veux aussi le rappeler, qui appartient à
à tout le monde. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un tableau qui appartient au Musée de France, bien évidemment, qui est la propriété du Musée de Libourne, mais qui ne peut pas être vendu et donc qui continuera d'appartenir à une collection nationale. Et c'est quelque chose qui mérite d'être salué. Et je veux aussi, bien évidemment, côté État, on a été mobilisé financièrement pour pouvoir nous associer à ce travail de restauration et à ce travail d'expertise. Et puis derrière, on verra sur le travail de valorisation. Mais je veux surtout saluer, moi, le travail que vous allez initier de rendre populaire la culture et permettre aux plus jeunes, et je posais déjà la question à la restauratrice qui est la seule à travailler aujourd'hui derrière nous, pendant qu'on est en train, nous, de passer un bon moment, parce qu'elle a un timing à respecter, c'est surtout permettre aux plus jeunes et aux jeunes libournais et au-delà de découvrir à la fois qui est Guy d'Auregny, découvrir ce que c'est que l'art de ce siècle, et puis surtout découvrir quel est le travail de la restauration. Et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, et permettre au plus grand nombre d'être au contact de professionnels et de voir quelles sont les techniques qu'il faut employer pour pouvoir découvrir, pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir restaurer, parce qu'il y a aussi tout ce travail-là qui est derrière dans le cahier des charges que vous avez fixé à la DRAC. Et moi, je suis vraiment ravi de pouvoir m'associer à ce moment-là, à ce moment populaire. Je suis ravi aussi qu'on ait une séquence, et j'élargis un peu le propos aujourd'hui autour de la culture en général. On sera dans pas très longtemps avec la directrice de la DRAC à Guîtres, sur aussi une valorisation du patrimoine national qui est celui de l'abbatiale. Et moi, je salue le travail des élus qui sont pleinement mobilisés aussi pour mettre en valeur notre patrimoine, que ce soit le patrimoine mobilier, immobilier, immatériel. Et c'est quelque chose qui se voit peu dans l'activité, dans la vie d'une commune, qui coûte cher. Vous le dites aussi régulièrement, la rénovation de la place Saint-Jean, et je salue la présidente des Amis de Saint-Jean, c'est aussi quelque chose qui coûte cher, mais qui permet de valoriser le patrimoine d'une ville. Et tout ce travail-là, il est en partenariat avec les services de l'État. Donc, bravo pour l'initiative, 2, bravo pour le travail que vous initiez, et 3, bravo pour l'ouverture de la culture à la population du Libournais, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Merci, monsieur le sous-préfet, merci, monsieur le maire. Donc effectivement, nous sommes tous ravis de vous accueillir au sein de cette aventure, car c'est une aventure à laquelle, en tout premier, je voudrais associer mon équipe, et en particulier Estelle Moulineau, qui est régisseuse des œuvres et qui est donc chargée du récollement. Et c'est dans le cadre de ces opérations de récollement que le musée a pu effectivement redécouvrir, ou en tout cas renouveler son intérêt pour cette œuvre, alors qui ne passe pas inaperçue vu le format, mais qui était effectivement conditionnée de manière un petit peu particulière. La surface était recouverte d'un papier japon. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Vous verrez les photos, les visuels dans l'espace de médiation. Un papier japon donc qui recouvrait la surface, qui était un petit peu, alors qui était quand même translucide. On arrivait à voir effectivement à travers, à deviner la scène qui est bien connue des historiens d'art, à savoir Atalante et Hippomène. Mais voilà, il était un petit peu endormi, un petit peu dans son coin. Alors pourquoi ? Parce que le musée a une collection de 4500 œuvres, on ne peut pas toutes les étudier en même temps, et il faut être patient, il faut prendre le temps voilà, de découvrir, de redécouvrir ces différentes œuvres. Et c'est la grande vertu effectivement du récollement, qui est alors un cadre légal pour nous, mais qui nous permet aussi de revenir un petit peu à l'essentiel de nos métiers, c'est-à-dire le contact avec l'œuvre, son étude, rechercher ce qu'elle fait là, quelle est son histoire, etc. C'est une aventure que j'essaye de qualifier depuis le début. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a redécouvert ce tableau. Alors cette aventure, elle est étonnante, elle est bluffante, elle est imprévisible. Et en fait, je ne trouve pas véritablement les bons mots, donc j'en emprunterai à l'écrivain André Breton, qui disait « Indépendamment
de ce qui arrive ou n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. Et en fait, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est qu'on est en plein cœur, en plein milieu de cette enquête, de cette aventure qu'on n'a pas voulu garder pour nous et qu'on partage. C'est-à-dire que pendant les 3 mois qui vont arriver, en fait, en gros, les visiteurs peuvent revenir tous les 2 jours, tous les 3 jours, je les y engage, sur le mur qui est ici à ma droite, donc dans le transept gauche de cette chapelle, eh bien, seront affichés comme sur un mur d'enquête, en fait, les nouveaux éléments qui sont redécouverts. Et depuis qu'on planifie, par exemple, cette journée, il y a des éléments nouveaux qui sont apparus, qui nous questionnent. On n'a pas forcément les réponses, mais voilà, qui contribuent en fait à en savoir un petit peu plus sur cette œuvre. Cette œuvre qui donc a été découverte fin 2022. Quand on a vu que ce papier était solidaire en fait de la couche de surface, on a fait appel à Sophie Jaronçon pour déjà libérer une petite fenêtre. C'est assez impressionnant, la photo est assez impressionnante, une petite fenêtre au niveau de la main d'un personnage, parce que dans un tableau, souvent le visage, les mains, les éléments un petit peu techniques, un petit peu complexes à réaliser sont de bons indices justement sur la qualité de l'iconographie, en tout cas de la réalisation. Et cette fenêtre nous a ouvert une autoroute. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais là, effectivement, c'est un peu dingue ce qui se passe, la manière dont cette main tient la pomme, le travail sur la carnation, etc. Et à partir de ce moment-là, des recherches historiques documentaires ont débuté, effectivement, aux archives, pour retrouver comment cette œuvre était arrivée chez nous. En plus, il y avait plein de données contradictoires, mais quand on vous dit qu'on est dans une enquête, on est dans une enquête. C'est-à-dire que certains documents d'inventaire indiquaient copie 19e, ancien dépôt du Louvre. On avait un numéro d'inventaire qui commençait par D. Ok, on arrive, on lit le registre d'inventaire qui fait foi, on se dit d'accord, bon, on est en rapport avec le Louvre qui fait son récollement de ses œuvres à Libourne, on leur en parle. Là, ils font des recherches, ils nous disent non, absolument pas, c'est pas sur notre inventaire. Alors, c'était totalement intelligible ou entendable, puisque le musée de Libourne, sa collection a été créée à partir justement de dépôts anciens du musée du Louvre et des collections royales. Donc, ça pouvait être logique. Sauf que là, on avait quelqu'un qui nous expliquait le contraire, donc on a cherché, on a retrouvé cette fameuse délibération municipale attestant donc du don, et de là en fait tout s'est engrangé finalement. Ces recherches documentaires, on a fait enlever la restauratrice, donc Sophie Jaronçon, qui était une restauratrice agréée pour les collections Musée de France et Monuments historiques, a enlevé ce papier en totalité, ce qui nous donnait accès à finalement une couche de vernis un peu jaune. Alors on voyait bien ce qui était représenté, mais on se dit, quand même les couleurs, on a du mal à y accéder. Donc dans la première phase de restauration qui a été menée, on mène toujours ces restaurations avec la DRAC, avec la commission régionale de restauration. Le vernis a été enlevé et là, on a accès à la couche d'origine. Et c'est ce que vous voyez. Là, en arrivant, vous pouvez vous dire, ce tableau, franchement, visuellement, il est un peu bizarre. Mais en fait, là, on remonte le temps, quoi. On est à l'époque de celui qui l'a réalisé. Donc la question, c'était, oui, mais on est à quelle époque, en fait? Est-ce qu'on est effectivement au 19e siècle, comme l'attestent les inventaires ou pas? Et là, les recherches documentaires sont un peu limitées. C'est pour ça que grâce à la DRAC, nous avons pu aussi finalement déposer un dossier au C2RMF pour passer, c'est comme un grand hôpital des œuvres, le C2RMF, pour passer des radiographies, des réflectographies, spectrométrie, mais tous ces mots compliqués, je vous les laisse, cher Mathieu, vous nous les expliquerez bien mieux que moi. Et ça a duré 6 mois, ces études. 6 mois. Ou comme quand vous allez faire une radio à l'hôpital, en fait, on voit votre squelette. Là, on a vu le squelette du tableau, on a vu plein de petits détails qui, forcément, nous échappaient à l'œil nu. Déjà, on a su qu'en regardant le revers du tableau, on était un petit peu trompé. Parce que le revers du tableau, la toile est plus récente et moderne, le châssis est moderne. Et ça collait bien avec le 19e. Sauf que, vous le verrez sur le petit PowerPoint, les radiographies en fait, montrent que le tableau a été rentoilé. Donc rentoilé, c'est-à-dire qu'on a une toile d'origine et on a la toile qui double. Donc du coup, voilà, ça nous a donné déjà des petites infos. Et on a des certitudes, c'est de ce qu'on pensait... Des certitudes quand même. De ce qu'on pensait être une copie 19e, elle est vraisemblablement pas 19e parce que les éléments qui la composent sont plutôt des matériaux du 17e.
et elle n'est peut-être même pas une copie, puisque une copie en tout cas comme on l'imagine, c'est-à-dire je reproduis à l'identique sans me poser de questions ce que je vois au même endroit, etc. Parce que ces examens ont révélé aussi des changements de composition, en fait, et ça c'est fait par l'auteur de l'œuvre, quel que soit l'auteur. C'est l'auteur qui fait ces changements de composition et qui les fait évoluer. Donc on a quand même bien avancé durant ces 2 ans. Les recherches scientifiques et documentaires se complètent, tout comme se complète dans cet espace la partie, on va dire, plus de médiation ou documentaire. Vous avez tout le récit, en fait, de la découverte, des différentes analyses, comment on fait au C2RMF pour dater une œuvre ou pour apporter des indices, comment on distingue justement les changements de composition, les repentirs, etc. Donc là, on partage tout avec vous, c'est vraiment une chance énorme. Et cet aspect documentaire, eh ben, il répond à l'atelier nomade, en quelque sorte, de Sophie, qui a élu domicile à Libourne là, pendant 3 mois. Et les deux sont importants, puisque ce qu'on découvre pendant qu'on restaure ou là qu'on nettoie le tableau, ben, ça va lancer des pistes de recherche pour la documentation, et ces pistes de recherche vont apporter des réponses. Parce que ces recherches, certes, elles vont contribuer à mieux savoir qui, quand, quoi a créé l'œuvre, mais elles sont surtout très importantes pour Sophie, qui a besoin d'informations pour reconstituer certaines parties du tableau. Vous le voyez, il y a des lacunes, il y a des éléments où l'image n'existe plus parce que des pigments ont été enlevés ou des mastiques ont été mis. Et le grand travail de la restauration après ce nettoyage, ça va être la réintégration, la restitution en fait, de l'image pour qu'elle ressemble, pour qu'on la lise comme elle était au début. Et ça, c'est ce grand travail auquel vous pourrez et les visiteurs pourront assister. Je rebondis sur ce que vous disiez, monsieur le maire, concernant cette 3e version. Effectivement, c'est une des pistes que l'on mène d'un point de vue documentaire. On connaît les versions de Naples et de Madrid. On sait qu'une 3e version existait, qui faisait partie de la collection de José Madrazo, qui avait lui-même été à un moment directeur du musée à Madrid. Donc il y avait l'œuvre du musée et l'œuvre de cette collection, qui passe dans la collection du marquis de Salamanca. Et le marquis de Salamanca, c'était un banquier financier investi dans les chemins de fer en Espagne. Et il vend sa collection, mais qui était énorme. On l'a qualifié de musée, sa collection. Il y avait plus de 1000 pièces, 1000 peintures. Il la vend en 4 ventes à Paris et à Londres. Et la première vente à Paris en 1867, il y a un hippomène et Atalante qui passe sous le lot numéro 63. Il est racheté par Charles Denis, qui est le mandataire oral du marquis de Salamanca. Et après, on ne sait pas où passe cette œuvre. Et alors, c'est arrivé à d'autres œuvres. Vous avez une œuvre au musée du Louvre de Téniers qui a suivi le même parcours, vendue à Salamanca, rachetée par Denis, vendue à un propriétaire. On la retrouve à Dijon chez un marchand, et puis encore à Calais et à Paris. Donc vous voyez qu'en fait, l'aventure, elle ne fait que commencer. Elle est passionnante et je ne vous mens pas quand je vous dis que chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau. Une inscription qui réapparaît. On en a 2 sur le tableau. Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Ce sont des chiffres. Est-ce que ce sont des numéros d'inventaire, etc. Des fragments de pigments, des accès à la toile. Donc tout ça, on n'est pas là pour vous le raconter parce qu'on y passerait 3 heures. Mais c'est tout ce que vous découvrez dans cet espace et tout ce que les médiateurs du musée, qui seront là constamment aux horaires d'ouverture et pour accueillir les groupes, raconteront au public. Donc c'est vraiment une aventure collective et on est ravis de la mener avec vous tous. Merci beaucoup, merci monsieur le maire, merci monsieur le sous-préfet, merci Caroline déjà pour toutes ces explications. Donc je ne vais pas être très long moi, mais au nom de la DRAC, je voulais vraiment préciser la joie que l'on a d'accompagner ce projet. Ce n'est pas tous les jours pour nous non plus qu'on a l'occasion d'accompagner une redécouverte aussi importante. Peut-être rappeler que le musée de Libourne bénéficie de cet accompagnement privilégié de la part de l'État parce que c'est un musée de France. Et c'est un mot qui a été évoqué par monsieur le sous-préfet, mais tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est un musée de France. C'est un musée qui compte donc aujourd'hui parmi les quelques 1220 musées de France du territoire et qui bénéficie donc à ce titre de l'accompagnement privilégié de l'État,
qui reconnaît la qualité de sa collection, mais aussi la qualité du personnel scientifique qui y travaille, et ça c'est une dimension très importante, et des actions qui sont menées. Et donc je rejoins vraiment Caroline sur l'association qu'elle a pu faire sur la redécouverte de cette œuvre avec Estelle Moulineau, parce que ce sont des métiers qui sont peu connus dans les musées. On identifie souvent le conservateur et pas trop les régisseurs des œuvres et toutes les autres personnes, bien sûr, qui travaillent à l'étude et à la valorisation des collections. Insister aussi sur le récollement décennal qui passe largement à côté des caméras et des micros en général. Ce n'est pas des opérations qui sont très connues et très valorisées, qui sont pourtant essentielles, et on se rend compte aujourd'hui. Ce récollement auquel sont soumis les musées de France permet justement de redécouvrir. Alors on ne redécouvre pas toujours des Guido Reni, effectivement, ou des tableaux, ou des œuvres exceptionnelles, mais en tout cas on retravaille en tout cas toujours la question des inventaires. On voit bien qu'aujourd'hui cette question elle est essentielle dans la redécouverte de ce tableau, puisqu'à l'inventaire il était considéré comme un dépôt du musée du Louvre, une copie 19e, ce qui n'est visiblement pas. Donc voilà, c'est très important. Et puis rappeler que nous, au niveau de la DRAC, on a été là dès le départ pour accompagner l'instruction des opérations de restauration. Donc ça, c'est très important parce que ça non plus, le grand public ne le connaît pas. Les conseillers musées de Nouvelle-Aquitaine, et c'est le cas dans toutes les DRAC, organisent régulièrement des commissions scientifiques régionales pour les restaurations des œuvres des musées et d'autres pour les acquisitions, dans lesquelles sont réunis des experts dont le C2RMF fait bien entendu partie et qui donnent un avis, des préconisations pour la réalisation de ces restaurations. Donc là, en l'occurrence, on a eu 2 passages en commission scientifique de restauration, puisque la première restauration visait à restaurer une œuvre 19e, et qu'en cours de route, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre 19e. Et là, on a pu activer un des leviers qui est primordial, je crois, pour les musées de France, qui permettent rapidement et gratuitement, il faut quand même le signaler aussi, d'avoir la prise en charge d'études scientifiques poussées grâce à un matériel de pointe mis à disposition par le C2RMF. Donc voilà, cet accompagnement, il est à plusieurs étages, à plusieurs échelles. Il est financier aussi, bien sûr, monsieur le maire, vous l'avez rappelé. J'insisterai pas sur ce point, mais effectivement, il est également important pour des musées de territoire qui n'ont pas toujours des moyens à consacrer à ces travaux de restauration. Et puis, enfin, pour terminer, je voudrais insister, parce que les musées de France, ce sont 4 piliers finalement, qui tournent autour des collections, essentiellement. L'appellation musée de France, elle est donnée à une collection d'abord, et pas à un établissement. Et donc, ces 4 piliers sont l'acquisition, la conservation, l'étude et la valorisation. Et je crois qu'on est vraiment, on se retrouve dans ces 4 piliers autour de cette redécouverte. On a pu préciser, et on va devoir préciser encore les conditions de l'acquisition de cette œuvre, même si on sait aujourd'hui qu'elle est rentrée en collection en 1949. Il y a encore un grand travail à faire pour savoir d'où vient cette œuvre, comment elle est arrivée jusqu'au musée de Libourne. C'est absolument essentiel. La conservation et la restauration, c'est ce qui se déroule en ce moment sous vos yeux et qui va se poursuivre. L'étude, c'est très important parce que ça, c'est une dimension des musées que le public voit très peu en général. C'est tout ce travail d'arrière-cour qui est réalisé par les régisseurs, par les conservateurs et en lien avec toute la communauté des musées nationaux, mais on le voit ici aussi internationaux. Et puis enfin, la valorisation, c'est ce qu'on donnera à voir de ce tableau et comment on pourra en parler au public. Et je voudrais vraiment saluer la volonté qui a été celle de vous, monsieur le maire, d'accueillir cette restauration ici. Ce n'était pas une opération simple à organiser. Il y avait toutes les questions que monsieur le sous-préfet a pu rappeler sur la sécurité, etc., et bien sûr. Mais je crois que c'est essentiel aujourd'hui de montrer, de dévoiler aussi ce travail profond qui est réalisé par les musées, qui ne sont pas que des lieux d'exposition. Voilà, c'est la dernière pierre en général, l'exposition, la valorisation, mais sans tout le travail qui est fait auparavant par des équipes compétentes, scientifiquement professionnelles,
bien toute cette valorisation n'a pas beaucoup de sens et en tout cas ne va pas au-delà de simplement montrer et susciter l'émotion. Donc merci encore d'avoir pu donner les conditions pour que cette restauration puisse se réaliser ici. Et puis moi je voudrais quand même saluer évidemment le travail de Sophie Jarosson. Voilà, qui est très discrète derrière nous. Ouais, je suis un peu gêné de l'avoir travaillé derrière nous, mais bon, vous l'avez dit, elle a un timing à tenir. Elle a une pression aussi sûrement assez importante sur les épaules, donc je ne voudrais pas trop en rajouter. Mais vraiment saluer la qualité de son travail qui se fait là vraiment aussi en collaboration avec l'ensemble des équipes et du conseil scientifique dont Caroline, tu n'as pas parlé, mais peut-être ça viendra plus tard. L'idée, c'est de pouvoir confronter aussi les points de vue sur cette restauration. La restauration, ce n'est pas seulement le geste du restaurateur, ça se fait vraiment en concertation étroite avec des historiens de l'art, avec peut-être d'autres conservateurs aussi, d'autres restaurateurs qui vont pouvoir apporter un éclairage de par leur expérience et de par leur connaissance. Donc c'est un travail de longue haleine qui se construit petit à petit et auquel, encore une fois, je suis ravi que l'ensemble des publics puissent être associés pendant les 3 mois qui s'ouvrent devant nous. Merci encore et bravo. Alors, merci à Monsieur le maire de nous donner l'occasion de présenter les premiers résultats des investigations qui ont été menées au C2RMF, donc le Centre de recherche et de restauration des musées de France. C'est un service du ministère de la Culture qui est à la disposition de tous les musées de France, voilà, des 1220 musées de France dont Mathieu Dussauge a parlé. Voilà, tous peuvent faire appel à notre expertise, à nos services. J'allais presque dire, heureusement, tous ne le font pas, ou en tout cas, tous ne le font pas en même temps. Nous sommes une équipe de 150 personnes, ça peut paraître beaucoup, mais pour répondre aux 1220 musées de France, eh bien, c'est finalement pas tant que ça. Le centre est divisé en plusieurs grands départements. Donc, il y a d'abord, on va dire, le département recherche, et c'est le travail des collègues du département recherche que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a le département restauration, dont je fais partie, et qui suit les restaurations. Donc je suis la restauration du tableau de Libourne. Il y a le département archives et documentation, qui est très important parce qu'on peut ainsi parfois retrouver des archives de restauration qui vont jusqu'au XVIIIe siècle, donc pour des tableaux dans les collections nationales, et parfois même pour les collections territoriales. Donc des musées territoriaux nous disent ce tableau a été restauré dans le passé, mais on ne sait pas quand, et nous avons l'information, donc on leur fournit bien évidemment. Et puis le service le département de la conservation préventive, qui sont l'ensemble des mesures qu'on met en place dans les musées ou ailleurs pour éviter que les tableaux ne se dégradent. Alors, je pense que je vais peut-être me lever pour avancer le PowerPoint. La première chose, la plus évidente, entre guillemets, peut-être qu'on a pu faire à l'arrivée de l'œuvre lorsqu'elle est arrivée au laboratoire, ça a été l'analyse du support toile, puisque on ne le voyait pas aussi bien aujourd'hui. On peut le voir, vous pourrez le voir. Je ne sais pas si on peut s'approcher après, enfin si le public pourra s'approcher, mais en tout cas, on voit dans des lacunes de peinture ce qu'on appelle la contexture de la toile, c'est-à-dire la manière dont elle est tissée. Mais à l'époque, on ne le voyait pas. Il y avait beaucoup de repeints, et puis heureusement la peinture originale quand même qui cache cette toile. Mais elle se voit très bien à la radiographie, donc qui est une des premières opérations qu'on a faites. Et en fait, ça n'est pas ce qu'on appelle une armure toile, c'est-à-dire un fil de chaîne qui passe par-dessus, par-dessous, par-dessus, par-dessous. Mais les fils de chaîne passent 3 fils de trame et puis ensuite passent de l'autre côté 3 fils et repassent par-dessus. Donc voilà, on a un tissage qui est particulier, qu'on appelle une toile sergée, et qui est un tissage assez courant au XVIIe siècle, mais qu'on ne trouve absolument pas au XIXe siècle. Donc déjà, cet élément technique d'un élément invisible a pu confirmer ce qui était déjà une hypothèse émise par Caroline Fillon et Sophie Jarosson
en voyant la peinture que c'était une peinture qui semblait dater plutôt du XVIIe siècle que du XIXe siècle. Donc il y avait quelque chose de caché qui a permis de confirmer déjà cet élément de datation. Alors, ce n'est pas très précis, hein, on est d'accord, on est de XVIIe siècle, ça ne vous dit pas 1610, 1612, 1615. Ça, on n'a pas les moyens d'être aussi précis que ça. Alors, ce qu'on mène d'abord comme investigation, ce sont des imageries sous différents rayonnements, parce que ce sont des analyses qu'on appelle non destructives. Il n'y a pas besoin de prélèvement, avec des photographies en lumière directe, des photographies en lumière rasante, des ultraviolets, c'est ce que vous avez en bas à gauche, des réflectographies en infrarouge. L'infrarouge, c'est un rayonnement qui n'est pas visible, mais qui est intéressant, qui est très intéressant pour nous, parce que certains pigments qui sont utilisés dans la peinture, voire dans les matériaux de restauration, sont plus ou moins transparents à l'infrarouge. Donc l'infrarouge permet de pénétrer les couches de peinture pour arriver à voir des éléments cachés dans la peinture. Alors vous avez cette réflectographie infrarouge, elle est illustrée, hein, sur les murs de l'exposition, donc vous pourrez la regarder en détail, et c'est un des éléments importants qui nous a permis de voir qu'il y avait des modifications de composition dont Caroline a parlé, et qui montre qu'en fait c'est un tableau dans lequel le créateur, le peintre qui l'a réalisé, a tâtonné, a fait des modifications. Donc c'est en général un très bon indice pour penser qu'on est en présence d'une œuvre originale et non pas d'une copie, parce qu'en général, la copie est plus servile, elle suit des contours précis. Alors il faut rester prudent, il y a des cas, on a eu un cas avec un très beau tableau qui est passé dans le service il y a quelques années, une copie d'après Caravage, d'un tableau de Caravage qui est aujourd'hui à Cleveland, aux États-Unis, et c'est une copie d'un peintre flamand actif en Provence. Alors oui, on est un petit peu en train de croiser les lieux, qui s'appelle Finson, qui est actif à la même époque que Guido Reni, au début du XVIIe siècle. Et on voyait des petites modifications quand même à l'infrarouge aussi. Donc il faut rester prudent dans l'interprétation des infrarouges, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des modifications de composition dans le tableau de Libourne qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Donc c'est un élément quand même très intéressant. Et puis la radiographie, que vous avez là en bas à droite, qui est aussi reproduite sur les murs de l'exposition. Là, c'est comme à l'hôpital, quand vous passez une radiographie, vous avez des rayons X qui... C'est pas une photo, hein, là pour le coup, c'est vraiment des rayons qui traversent de part en part l'élément observé, donc votre corps quand c'est l'hôpital, et le tableau quand c'est le C2RMF, ou ça peut être des sculptures aussi, évidemment, des objets. Et ça donne des informations parce que tous les éléments ne sont pas radio-opaques de la même manière. Donc si on zoome... Voilà, là, j'ai parlé de tout ça, donc je passe plus vite. Voilà, si on zoome sur la radiographie, vous voyez, ça donne beaucoup d'éléments très intéressants. Là, par exemple, sur cette photo qui est un peu au milieu, vous voyez que les bords ont une apparence très différente du reste de la peinture. Donc ça confirme tout de suite que les bords sont agrandis. Alors évidemment aujourd'hui ça se voit assez bien, mais avant le nettoyage, on ne pouvait pas forcément soupçonner que le tableau avait été agrandi sur ses côtés. Donc il y a des bandes de toile qui sont différentes, qui sont d'une armure toile, donc le tissage est différent en haut et en bas. Et sur les côtés gauche et droite, vous avez la toile d'origine qui était à l'origine rabattue sur le champ du châssis, qui a été déplié et puis qui a été un peu agrandi aussi. Donc ça se voit très bien sur la radiographie. Vous voyez, ce sont ces bandes plus sombres qu'on voit en haut et à gauche sur ce détail. On voit aussi ces traces blanches, alors et on voit des traces noires. Alors les traces noires, ce sont des lacunes de peinture. Les traces blanches, c'est quand les lacunes ont été comblé par un mastic qui est très radio-opaque, et typiquement les mastiques très radio-opaques, c'est de la céruse en fait, c'est un matériau à base de plomb qui est très souvent utilisé dans la restauration dans le passé. Aujourd'hui, on n'utilise plus du tout ça parce que le plomb, on n'aime plus trop. Vous savez que c'est un élément quand même toxique. Mais la radiographie permet d'indiquer très précisément les endroits où la céruse se trouve, où ces mastiques se trouvent. Parce qu'ils sont très, très opaques et ils cachent vraiment les lacunes, mais parfois ils sont aussi débordants. Et la restauratrice Sophie Jarosson là, a essayé de les dégager au maximum parce que parfois ils recouvraient de la peinture originale.
Malheureusement, les restaurations du passé n'étaient pas aussi attentives et soignées que celles qu'on réalise aujourd'hui. On avait passé moins de temps, on consacrait moins d'argent à ces opérations et donc on allait plus vite. Et si on va plus vite, c'est fait avec moins de soins. Mais vous voyez que les mastiques ne passent pas sur toutes les lacunes, donc on peut déterminer comme ça différentes époques de restauration dans l'histoire ancienne du tableau, c'est ce qu'on appelle l'histoire matérielle de l'œuvre. La radiographie montrait aussi ce qui était caché à l'époque, c'est-à-dire les numéros dont a parlé Caroline. Là, vous voyez un numéro qu'on peut lire comme 1110, mais c'est peut-être autre chose que 1110. En tout cas, une première lecture montrait un 1110. Aujourd'hui, vous pouvez voir ce numéro sur le tableau parce qu'il a été dégagé. Les repeints qui le recouvraient, qui le masquaient, ont été nettoyés par Sophie Jarosson, mais à l'époque, on ne le voyait pas. Donc, on a pu savoir qu'il y avait un élément caché à cet endroit-là de la composition. Et puis la radiographie aussi permet de confirmer les repentirs, les modifications de composition qu'on voyait sur les infrarouges. Et vous avez ce même détail sur le mur de l'exposition. Alors après ces éléments non invasifs, on a réalisé d'autres opérations qui sont assez longues. Ça prend plusieurs semaines à réaliser, qui sont les cartographies élémentaires, ce qu'on abrège en MFX, c'est de la microfluorescence X. Pour expliquer ça très rapidement, vous faites une mesure sur un point du tableau des différents éléments chimiques qui le composent, le plomb, le cuivre, le cobalt, etc. Ça vous donne des très bons indices par rapport aux pigments qui ont été utilisés. Et puis vous déplacez votre machine de quelques nanomètres, alors vous imaginez ce que c'est que quelques nanomètres, et puis vous refaites la mesure, et puis vous refaites la mesure, et puis voilà, et vous couvrez comme ça tout le tableau. Donc vous comprenez pourquoi ça prend 6 semaines pour faire la cartographie sur l'intégralité du tableau. On l'a fait en plusieurs fois, ce qui explique que vous avez des assemblages d'images un petit peu, voilà, avec des traces qui ne sont pas très significatives, mais vous voyez le plomb, donc principalement le blanc, le fer, ce sont des terres, ce sont des couleurs marron ou rouge. Vous avez le cuivre, qui sont des couleurs plutôt bleues. Typiquement, un pigment cuivre, c'est l'azurite. Alors, ce n'est pas l'azurite qui a été utilisé pour le tableau de Libourne, mais en tout cas, c'est un peu comme de l'azurite. Donc, le cuivre ou le cobalt, qui est un autre élément chimique et qui est à base du pigment bleu qui s'appelle le smalt. Alors, très bien. Oui. Alors, là, juste un petit commentaire pour comparer ces cartographies entre le cuivre et le cobalt, qui sont deux pigments bleus. Vous voyez qu'ici, sur le côté droit du tableau, vous avez du noir. C'est-à-dire que le bleu, vous le voyez très bien sur la mer, le ciel. Il contourne le personnage d'Hippomène. Mais vous avez du noir, c'est-à-dire qu'il y a des lacunes assez importantes sur ce côté droit du tableau. Et au même endroit que vous avez des lacunes de pigments originaux, eh bien, vous avez du cobalt, donc vous avez sans doute du smalt qui a été utilisé pour repeindre la partie droite du tableau, donc qui est assez lacunaire à cet endroit-là. Voilà, donc la cartographie élémentaire, elle est intéressante parce qu'elle donne à la restauratrice des indices sur la composition des éléments de ce qu'elle voit en peinture, et elle voit là où il y a de l'original, là où il y a des repeints, là où il y a des repeints qui sont sur l'original. Ça donne aussi des éléments, voilà, là vous voyez les sandales, la cartographie du mercure, donc c'est le pigment qu'on appelle le vermillon, le rouge. On voyait encore bien les sandales que la restauratrice a aujourd'hui enlevées, qui étaient un repeint tardif, qui n'avait pas été du tout fait par Guidorini, puisque vous voyez, enfin pas par Guidorini, pardon, par le peintre qui a peint cette œuvre, parce que vous voyez qu'il n'y a aucun mercure qui est utilisé dans le tableau. Le mercure se trouve uniquement à l'emplacement des sandales. Alors, j'avance. Voilà. Et un dernier élément d'analyse qui a été opéré sont les analyses stratigraphiques. Donc là, c'est un prélèvement. Donc on est dans du destructif. C'est microscopique, hein, c'est tout petit, mais voilà, on essaie d'en faire le moins possible. Alors, les prélèvements ont montré déjà une double préparation. Donc la préparation, c'est la première couche qu'on met au contact de la toile avant la peinture. C'est quelque chose qui est comparable aux prélèvements qui ont été faits sur d'autres peintures, enfin sur des peintures de Guidorini. Donc l'attribution au peintre
est compatible avec ce genre de préparation. C'est important parce que la préparation, c'est quelque chose qui est totalement caché et les copistes, en général, ne mettent pas en œuvre le même type de préparation que les peintres des œuvres originales. Après, les préparations brunes, c'est quand même aussi quelque chose d'assez courant au XVIIe siècle, donc on ne peut pas tenir ça comme un indice certain. C'est un bon indice, mais ce n'est pas un indice certain. Et puis, un autre prélèvement a permis d'analyser les couches de bleu dans le ciel, et elles sont dues à... Alors, au-delà de la préparation, il y a une couche verdâtre que pour l'instant on ne comprend pas bien. Il y a peut-être une première composition avant de mettre le ciel, et ensuite vous avez deux couches de bleu, une couche de cendre bleue qui est en fait un pigment à base de cuivre, un peu comme de l'azurite, mais ce n'est pas de l'azurite, c'est un pigment un peu moins qualitatif. Et par-dessus, vous avez un pigment qui s'appelle des cendres d'outre-mer. C'est un peu comme du lapis lazuli, mais là encore, c'est un peu moins qualitatif. C'est ce qui reste quand on a extrait la partie la plus pure du lapis lazuli. Le lapis lazuli, c'est un pigment extrêmement cher. Le seul endroit à l'époque où on peut l'extraire, c'est l'Afghanistan. Donc, vous imaginez qu'il faut importer le pigment lapis lazuli d'Afghanistan, c'était très cher. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas une couche uniquement en lapis lazuli, mais on fait une première couche au cuivre, puis juste un petit glacis au lapis lazuli. Donc, c'est une mise en œuvre qui est assez classique pour le XVIIe siècle. Par contre, c'est un peu unique d'avoir trouvé cette superposition qui n'est pas de l'azurite plus du lapis lazuli, mais de l'azurite industrielle, artisanale, fabriquée, et non pas un pigment naturel minéral, avec des cendres d'outre-mer, qui est un lapis lazuli un peu de moins bonne qualité que celui qu'on trouve sur les œuvres les plus prestigieuses de Guido-Reni qu'on a pu analyser. Donc pour l'instant, avec ce pigment-là, cette coupe strati, on est sur des pigments différents de Guido-Reni, de ce qu'on connaît. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Guido-Reni, ça veut juste dire que c'est différent et que donc il faut continuer les recherches. Et alors continuer les recherches, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'il faut comparer ce tableau aux autres versions qui existent. Et alors on a parlé de Naples et on a parlé de Madrid, on a parlé de Libourne, mais il y a aussi une quatrième version qui existe, qui vient de ressortir et qui est exposée actuellement à la Pinacothèque de Bologne, qui est dans une collection privée. Donc il y a 4 tableaux qui ont la même composition. C'est assez, ça n'est pas inhabituel. Guido-Reni est un peintre qui a eu beaucoup de succès, qui a répété ses compositions parce qu'on lui a demandé, parce que c'est une composition qui est magnifique, hein, c'est un tableau, la composition de Naples, qui était connue uniquement par Naples et Madrid, est tenue pour un chef-d'œuvre de la peinture du XVIIe siècle. Et donc, il n'est pas étonnant que des grands commanditaires, à l'époque, en aient demandé d'autres versions. Le tout est de savoir qui a commandé la première et laquelle est la première. Et pour l'instant, eh bien, ça reste à voir en comparant ces 4 versions par les éléments donnés à la fois par l'imagerie et par les prélèvements, les comparaisons de pigments. Voilà. Pardon pour la longueur. Merci, merci à tous. Écoutez, si vous le voulez bien, je vous propose un temps d'échange. On a une quinzaine de petites minutes. Vous pouvez poser vos questions. J'invite Sophie Jaronçon à nous rejoindre. Sophie, si tu es disponible, si tu as fini ton travail, je ne vais pas t'embêter, pour que tu puisses répondre aux questions. Voilà, le principe est simple. Levez la main et Carole et moi, on vient vous voir, on vous tend le micro. C'est à vous. N'hésitez pas. Bonjour. On a bien compris que l'enquête ne faisait que commencer, qu'on ne peut pas dire à ce stade qui a fait quoi, qui a peint quoi. Mais vous avez fait un petit lapsus pendant votre présentation. Votre sentiment personnel, sans que ça engage à quoi que ce soit, c'est quoi? Mon sentiment, c'est que c'est un tableau de très belle qualité. C'est vraiment un tableau ce dont on est, je ne sais pas si on peut dire qu'on est sûr, mais ce sur quoi pour l'instant, ce vers quoi on s'oriente, c'est que c'est un tableau qui est sorti de l'atelier de Guido-Reni. Parce que Guido-Reni est un artiste, comme je disais, qui avait du succès. Il a mis en place un atelier, il y avait plusieurs ateliers dans la ville de Bologne pour créer et diffuser ses compositions sous son contrôle. Et il les vendait comme des Guido-Reni. Il ne les vendait pas comme des travaux d'atelier, mais il contrôlait lui-même la qualité des copies qu'il faisait réaliser par ses élèves et auxquels il donnait la dernière touche.
le travail d'atelier, enfin le travail en atelier, c'est une pratique extrêmement courante au XVIIe siècle. C'est comme ça qu'on crée les œuvres. Rubens, quand il crée 25 immenses tableaux sur la vie de Marie de Médicis qu'il faut livrer dans un délai qui est quand même assez court, forcément, il ne fait pas ça tout seul. Donc, c'est une pratique tout à fait courante de faire travailler son atelier sur les œuvres qu'on crée. Donc, ça, le tableau sort de l'atelier de Guidorini, moi ça me paraît certain. Il est d'une très belle qualité, donc si ce n'est pas Guidorini qui l'a réalisé, il a drôlement bien coaché ses élèves. Merci. Je vais prolonger, moi. Est-ce qu'à un moment donné, et si oui, quand, on aura un verdict? Alors, je pense qu'il faut continuer à faire ce qu'on a commencé, c'est-à-dire croiser les regards d'historiens de l'art, et des Espagnols et des Italiens, notamment les responsables des collections de Madrid et de Naples, et les regards des scientifiques, et d'avoir les éléments scientifiques de ces deux tableaux, peut-être aussi de celui en collection privée, même si c'est plus compliqué sans doute pour l'étudier du point de vue scientifique. Donc en croisant tous ces éléments, et les avis des uns et des autres, on verra ce qui se dégage comme piste. Vous disiez tout à l'heure, monsieur le maire, qu'il y avait un sujet diplomatique. Évidemment, je pense que les Napolitains et les Madrilènes vont peut-être avoir tendance à vouloir préserver la qualité de leur version, ce qui est normal aussi. Mais le fait qu'il y ait deux nouveaux joueurs dans le jeu, eh bien, ça peut bouleverser les choses, c'est sûr. Merci. Juste pour continuer, est-ce que les autres tableaux, les autres versions ont eu la même expertise en fait? Est-ce qu'on a repéré des repeints semblables dans les autres versions ou pas? Des repentirs, oui. On est en train de recueillir les éléments qu'on a demandé aux autres musées. Merci. Bonjour, moi je suis là. C'était juste par rapport à la 4e version du coup. C'est une version Guidorini ou on ne sait pas? En fait, c'est juste qu'elle existe quelque part et... C'est une version qui a été présentée à Bologne par des historiens de l'art italiens comme de Guidorini aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est aussi de Guidorini, c'est juste qu'elle est actuellement présentée comme de l'artiste. Elle est à Bologne. À Bologne. Ouais. Oui, elle est exposée à Bologne. Et si je peux juste rajouter, en fait, une des commissaires de l'exposition qui se déroule à la Pinacothèque, Raffaella Morselli, fait partie du comité scientifique qui accompagne effectivement la restauration de notre tableau et les recherches. Oui, alors du coup, ce comité scientifique, il est composé de qui ? Alors, il est composé évidemment du musée, de la DRAC, du C2RMF. Et nous avons fait appel à des spécialistes du peintre et de la période, donc Raffaella Morselli, qui est historienne de l'art à l'Université de Rome, Corentin Dury, qui est le commissaire d'exposition très intéressante que je vous engage à aller voir si vous n'avez pas vu au musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui s'appelle Dans l'atelier de Guidorini, où l'on comprend comment cet atelier travaillait, et vous avez des versions différentes d'un même tableau qui sont présentées, et c'est très instructif. Également David Garcia Cueto et Almudena Sanchez du musée du Prado, qui ont été les premiers à nous répondre en fait quand on a commencé les recherches scientifiques et qui nous ont mis sur la piste justement de la collection Salamanca. Stéphane Noir, responsable du département des peintures évidemment au musée du Louvre. Et je n'en oublie pas. Ouais. C'est déjà beaucoup, mais voilà, c'est un comité international, France, Italie, Espagne, qui suit depuis le début la restauration et dont on va organiser la prochaine réunion sur site, ici même, face au tableau, pendant les 3 mois là, de l'exposition. Oui. On nous a parlé de 2 chiffres, mais on n'a pas cité le deuxième. Quel est-il ? Alors le premier qui est apparu à la radiographie est réapparu sous les repeints, donc c'est ce qu'on peut lire comme 1110, et vous avez un deuxième numéro qui lui se voyait dès le début, qui est au centre en fait du tableau dans la partie basse, au niveau de ce qu'on identifie comme un agrandissement en fait de la toile. Et alors là il y a un petit jeu, parce que soit vous le lisez 89, soit vous lisez 68.
Voilà. Donc là aussi, on cherche à quoi ça correspond, un numéro de collection, un numéro de lot, une vente aux enchères, mais ce serait un petit peu idiot d'écrire le numéro sur la toile. Donc voilà, lui, il est très visible au centre, en bas du tableau. Mais il n'est pas écrit dans le sens de lecture de l'œuvre. Il est tourné à 90 degrés. Donc on sait qu'il vient d'un autre tableau et il devait être voilà, d'une bande de tableaux qui était sans doute verticale à l'origine et qui a été mise à l'horizontale pour agrandir le tableau de Libourne. Oui, c'est une bande qui est rapportée. Il y a une bande de toile agrandie en haut et en bas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien. Mais écoutez, je vous remercie. Merci à toutes, à tous. Très heureux de vous revoir si vous êtes là encore ce soir et dans les 3 mois qui viennent. Bien entendu, donc, je ne l'ai pas précisé, mais la ville a fait des efforts pour mettre encore plus cette chapelle en sécurité. Parce que, a priori, l'œuvre le mérite. Voilà. En tout cas, très heureux de vous avoir salué. Bonne journée.